Merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir invité ici. Déjà, ça faisait longtemps que je n'avais plus revu la Sorbonne. Enfin, je l'ai revu un peu depuis une trentaine d'années, mais je me souviens ici, je me souviens avoir fait une partie de mes études ici dans le séminaire de Philippe Ménard. Et je salue ici son enseignement de quelqu'un qui a quand même été un grand exégète des fabliaux. J'aimerais également dédier cette conférence à Richard Traxler, qui m'avait confié il y a 10 ans un article pour la revue Reinhardus, en me demandant est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit bilan bibliographique des fabliaux. D'habitude, quand on me demande quelque chose, je réponds et j'écris la contribution assez rapidement. Exceptionnellement, dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais fait cet article pour Reinhardus et je dois m'en excuser. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui en tient en quelque sorte lieu. Les fabliaux, un bilan bibliographique, c'est plutôt l'histoire de la réception des fabliaux que je vais vous faire ici, mais évidemment, tout cela, toutes ces questions, vous allez voir, se mêlent un peu et j'espère que je ne vais pas trop empiéter sur les deux autres conférences, puisque finalement parler de la bibliographie des fabliaux, c'est parler très rapidement de tout ce qui a pu se dire sur ce genre littéraire, et Dieu sait qu'il s'est dit beaucoup de choses, même si ici en France, nous ne sommes peut-être pas dans le pays où ce corpus a toujours suscité le plus d'enthousiasme. C'est néanmoins bien en France qu'à partir du XVIIIe siècle, les fabliaux sont remis à l'honneur. Le premier travail érudit d'importance sur les fabliaux, vous le savez sans doute, c'est le mémoire écrit dans les années 1740 par le comte de Caylus, un philologue un peu touche-à-tout, contemporain de Voltaire, plutôt historien d'ailleurs que spécialiste d'ancien français, mais dont le mémoire a fait date parce qu'il documente justement le début d'un intérêt pour ce genre, début qui est lié sans doute en cette première moitié du XVIIIe siècle aux souvenirs encore proches qu'ont laissé les contes de La Fontaine. La Fontaine qui effectivement dans ses contes s'est beaucoup inspiré de Boccace, des 100 nouvelles nouvelles. Il ne s'est pas inspiré directement des fabliaux parce qu'apparemment il ne les connaissait pas, quoique il faille peut-être un peu nuancer ces questions, mais c'est quand même plutôt à partir du XVIIIe siècle que les érudits ou les écrivains eux-mêmes iront vraiment regarder dans les manuscrits. Toujours est-il que dans ces contes, moins connus, un peu moins connus que ces fables, mais quand même bien répandus évidemment, La Fontaine va remettre au goût du jour cet humour que l'on va très vite appeler gaulois. De ce point de vue-là, il faudrait citer le fameux livre de Hippolytaine qui date de 1858, si je ne m'abuse, dans lequel Hippolytaine montre que La Fontaine, c'est l'esprit français par excellence. Et cette histoire de Gaulois, c'est évidemment une vieille histoire en France, ça date du XVIe siècle. Il y a en France, effectivement, dès le XVIe siècle, des érudits qui se disent que toutes ces antiquités gréco-romaines, c'est bien joli, mais nous avons aussi des antiquités ici en France. Et ces antiquités gauloises, ces antiquités celtiques, qui vont être mises à l'honneur en particulier au début du XVIIe siècle dans les recherches de la France d'Étienne Pasquier, vont alimenter toute une sorte de contre-courant humaniste, ou de contre-courant de l'humanisme, c'est-à-dire on va continuer évidemment d'honorer la littérature gréco-latine, et Dieu sait qu'on va l'honorer au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais en même temps, ce courant gaulois va se frayer une place dans la littérature, dans les esprits, et au moment où enfin sera brisé en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler ce que j'ai un peu appelé le plancher de verre du XVe siècle, c'est-à-dire le moment où on va enfin aller chercher avant 1400 des traces de la littérature plus ancienne, parce que finalement au XVIIe siècle on a tout un imaginaire médiéval dans
l'opéra, dans les spectacles, mais cet imaginaire médiéval est essentiellement alimenté par des textes de la fin du XVe et du XVIe siècle. Et le grand événement érudit, si vous voulez, du début du XVIIIe siècle, c'est qu'on va enfin aller chercher en deçà de 1400 et se mettre à rééditer des textes, le roman de la Violette, le roman de la Rose, les chansons de Thibaut de Champagne et en 1756, les Fabliaux, qui vont être parmi les premiers textes de l'ancien français stricto sensu à être revitalisé, à être relu, réédité. Le mémoire de Caylus, donc, s'inscrit dans cette filiation d'une littérature justement gauloise. Il faut bien comprendre que derrière ce mot gaulois, il y a des étymologies parallèles. Par exemple, il y a le verbe gauler, gauler qui existe toujours en argot, hein, qui signifie attraper et qui semble avoir eu son rôle à jouer dans les étymologies populaires de la gauloiserie. Ce qui fait que très vite les Gaulois sont devenus, alors non seulement pour faire pièce au sérieux et à la rigidité des Grecs et des Romains, mais aussi à cause de cette étymologie populaire, les spécialistes de la gaudriole, de la gauloiserie, au sens qui va s'imposer de plus en plus à partir du XVIIIe siècle et évidemment jusqu'à Astérix, mais je ne vais peut-être pas trop creuser cette dernière piste. Les Fabliaux commencent donc d'être réédités, vous le savez, dans l'édition de Barbazan en 1756. J'ai pas trouvé de portrait de Barbazan, mais j'ai trouvé une illustration qui donne une certaine idée du type de littérature dans lequel s'inscrivent les Fabliaux. Évidemment, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les Fabliaux s'inscrivent dans le cadre de la littérature libertine, avec les gravures qui s'imposent, évidemment. Une littérature libertine relativement sage encore par rapport aux pires productions du genre, pourrait-on dire, d'autant plus que cet intérêt pour les antiquités gauloises n'est pas un intérêt directement lié à l'esprit des Lumières. Je dirais même au contraire. Des érudits comme le comte de Tressan, comme Caylus, alors certains correspondent avec Voltaire, comme en particulier le Grand Dossy, je crois, j'en suis plus sûr, ou la Curne de Sainte-Palais. En tout cas, la Curne de Sainte-Palais correspond avec Voltaire. Donc, bon, mais vous savez, Voltaire a des correspondants dans des milieux très larges. De manière générale, c'est plutôt des milieux conservateurs, des milieux proches de la monarchie, justement, qui illustre cette idée qu'il y a une littérature ancienne. Cette littérature, c'est celle des premiers temps de la monarchie française, aussi dans ces mythes qui peinent à être éradiqués, ces mythes voulant que les rois de France descendent des Troyens. Plus grand monde n'y croit au XVIIIe siècle, mais on a un peu l'impression que c'est comme les dieux grecs d'après Paul Veyne, on n'y croit pas, mais c'est quand même bien pratique d'imaginer que ça aurait pu être possible. Donc les Fabliaux, dans ce cadre-là, ont beaucoup de succès. En fait, il ne faut peut-être pas trop parler de ce point de vue-là de l'édition de Barbazan, qui a eu beaucoup moins de succès que celle, 30 ans plus tard, de Le Grand Dossy. Mais à partir des années 1780, véritablement, les Fabliaux sont complètement dans la conscience littéraire française. Je vois ici dans la salle Fanny Maillet qui a travaillé sur ce sujet et qui en dirait beaucoup plus que moi, évidemment, sur les Fabliaux au XVIIIe siècle. Un petit détail que je rappelle tout le temps, je ne sais pas si le titre est original trouvé par Sade lui-même, mais il y a un recueil de Sade qui s'appelle Contes nouvelles et Fabliaux. Et donc évidemment, tout ce qui est récit bref un peu leste peut prendre ce titre de Fabliaux à l'époque. Les liens avec Sade, je n'en parlerai peut-être pas, quoique d'une certaine manière, l'humour de certains Fabliaux et la cruauté qu'il véhicule ne soit peut-être pas tout à fait sans lien avec certaines nouvelles sadiennes, mais fermons peut-être cette parenthèse. Le XIXe siècle va être beaucoup moins propice aux Fabliaux
que le XVIIIe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Je n'ai pas trouvé de portrait de Dominique Martin-Méon, et donc c'est pour ça que je mets cette illustration un peu passe-partout avec son édition. Méon, vous le savez, va augmenter l'édition Barbazan, et cette édition va être lue pendant tout le XIXe siècle jusqu'à ce que Montaiglon et Renaud, alors là j'ai trouvé un portrait de Montaiglon mais j'en ai pas non plus trouvé de Renaud, bon il fallait ce qu'il faut pour un petit peu illustrer le PowerPoint, mais vous verrez que par la suite je n'ai presque plus d'illustration. Quand je parlerai de contemporains que tout le monde connaît, de toute façon je pense que je n'aurai pas besoin de montrer leur tête. Et donc le XIXe siècle sera pauvre en travaux sur les fabliaux. On y voit quand même assez nettement que cet humour débridé, cette gauloiserie du XVIIIe siècle n'est plus tout à fait à la mode. Et même d'ailleurs, il faut relativiser le côté obscène de la littérature, de la vision des fabliaux au XVIIIe siècle. Dans les recueils de Barbazan et de Méon, on fait plutôt le corpus est plutôt réévalué vers le haut. À cette époque, on trouve tout à fait normal de mettre dans les fabliaux des nouvelles courtoises comme le Ver Palefroid, des petits romans ou chants de fables comme Aucassin et Nicolette. Par contre, les contes franchement les plus obscènes, vous ne les trouverez pas forcément dans ces collections. Donc là aussi, le XVIIIe siècle libertin, oui, mais jusqu'à un certain point. Et le XIXe siècle, évidemment, va renchérir là-dessus. Il y a un article intéressant de Jonathan Offert dans le volume que j'ai co-dirigé avec Fanny Maillet sur le médiévisme au début du XIXe siècle. Jonathan Offert qui montre que la censure impériale va agir sur les éditions de Méon, qui va quand même réussir à éditer ces fabliaux, mais qui montre bien qu'un certain esprit de proto-victorianisme, si j'ose dire, de proto-puritanisme se met en place très clairement en France dès les premières décennies du XIXe siècle. Donc, peu de travaux sur les fabliaux. C'est à la fin du XIXe siècle, évidemment, avec l'essor de la philologie romane dans le sens scientifique du terme, que les fabliaux vont ressurgir. D'abord avec l'édition monumentale de l'ancien recueil complet des fabliaux, enfin, le recueil complet des fabliaux de Montaiglon et Renaud, qui va véritablement, pour la première fois, fixer un corpus qui finalement sera relativement peu remis en cause jusqu'à l'édition moderne du nouveau recueil complet des fabliaux. Et puis surtout, évidemment, avec la thèse de Joseph Bédier. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop longuement de Bédier ici, parce que vous savez que c'est quelqu'un que j'aime bien, qui aime bien châtie bien aussi. Je pense que je suis aussi capable de temps en temps de montrer les limites de Bédier tout de même. Mais le fait est que la thèse de Joseph Bédier, en 1893, va véritablement montrer un avant et un après de la recherche des fabliaux. Bédier, évidemment, bénéficie de l'édition Montaiglon-Renaud qui vient de s'achever à ce moment-là. Je n'ai pas réussi à trouver si Bédier a eu l'idée tout seul des fabliaux. Il a un esprit parfois un peu farceur qui me donne l'impression qu'il était tout à fait capable de trouver le sujet lui-même. Mais on connaît le sens de l'organisation de Gaston Paris. Peut-être que Gaston Paris lui a dit qu'est-ce qui reste? Il consulte son petit calepin. Qu'est-ce qui reste à tracer encore? Les fabliaux, vous ferez les fabliaux. Donc je ne sais pas exactement d'où cela vient. Toujours est-il que, comme vous le savez, Bédier va écrire un livre qui tire à boulet rouge sur à peu près toutes les idées de Gaston Paris. Gaston Paris sera bon joueur, mais jusqu'à un certain point, comme on le verra tout à l'heure, effectivement, je n'anticipe pas, mais vous verrez que, et c'est une découverte que j'ai faite relativement récemment, Gaston Paris n'en a pas moins continué à penser ce qu'il pensait. Le livre de Bédier
me semble important, non seulement parce qu'il marque une césure, mais parce qu'il va proposer des pistes de lecture qui ne seront pas toutes exploitées très profondément par Bédier, mais une grande partie des pistes de lecture qui, même aujourd'hui, peuvent s'avérer prometteuses. Parmi les innovations de Bédier, il y en a une qui semble assez bénigne, mais qui est importante dans le cadre scientifique de la fin du XIXe siècle. Gaston Paris et les philologues allemands estimaient effectivement qu'il fallait réduire ce mot outrageusement dialectal de fablio, ce mot picard, qu'il fallait le réduire à la normalité. Et les Allemands et Gaston Paris préconisaient d'utiliser la forme fablo, qui est à peu près introuvable dans les textes. Je crois qu'elle se trouve à une ou deux, peut-être que Gabriel pourra nous en dire plus, elle se trouve on la lit, mais dans des occurrences en nombre tellement faible qu'effectivement, si on calcule sur les nombres d'occurrences, c'est évident que Fablio doit l'emporter. Donc, Bédier a un point de vue, en fait, littéraire sur ce terme, puisque le mot fablio, depuis le XVIIIe siècle, s'est imposé, eh bien, il faut le garder, il faut garder l'usage. Il se fera d'ailleurs asticoter par le philologue allemand Cloetta. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire Cloetta ou Cleuta, je crois qu'il y a un tréma, donc cette petite distinction est un peu malicieuse de ma part, parce que Cloetta va dire à Bédier: je veux bien fablo, je veux bien fablio, mais votre mot fablio en 3 syllabes est un monstre. Bon, ben voilà, encore une fois, l'usage l'a emporté. Je ne referai pas toute l'histoire de la question de l'origine des contes telle que, à mon avis, la classe définitivement Bédier. Je rappellerai juste une anecdote qui est citée à la fin de la première partie du livre de Bédier, qui me semble admirable et qui finalement devrait être lue par tous ceux qui croient encore, après les répertoires d'Arne Thompson par exemple, qui croient encore qu'on peut retracer la filiation des contes. Si vous avez lu les Fabliaux de Bédier, et quand même, je crois que c'est un livre qu'il faut avoir lu, peut-être en passant un peu en diagonale sur les longues démonstrations sur la réfutation de l'origine des contes, mais quand même il y a des passages clés, et parmi les passages clés, il y a celui où Bédier raconte qu'il est sur un paquebot qui fait la ligne qui va de l'île de la Réunion, où il avait passé son enfance, jusqu'au canal de Suez et jusqu'en France, et sur ce paquebot, il entend un conteur mauricien qui raconte une petite histoire. Et cette histoire, Bédier la reconnaît, il est en train de travailler sur les fabliaux, il la reconnaît tout de suite, c'est un de ses fabliaux. Il se dit, mais enfin, d'où ce type connaît-il? Alors il va interroger le conteur mauricien, mais le conteur mauricien lui dit, oh ben, va-t-on savoir, est-ce que l'on sait l'origine des contes? Évidemment. Cette histoire a beaucoup de succès parmi les passagers, et le lendemain, Bédier entend un autre passager qu'il avait entendu du conteur mauricien la raconter à d'autres personnes. Il y a des gens venus de Marseille, venus d'Aden, venus d'un peu partout. Et c'est une illumination pour Bédier. Je crois que ça doit être une illumination aussi pour tous ceux qui croient qu'on peut retracer l'origine des contes et des histoires. Bédier dit, ben voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, des folkloristes iront cueillir une version à Aden, à Marseille, à Reykjavik, je ne sais où, et diront que ces versions sont autochtones. Et évidemment, elles ne le sont pas, puisqu'elles ont été racontées aujourd'hui sur ce paquebot. Et donc, je crois que cette leçon vaut toujours, et que d'où d'ailleurs cette jolie formule de Bédier: en myriades de molécules, il flotte épars dans l'air le pollen des contes. Et je crois que cette anecdote doit être une mise en garde, ne serait-ce que pour cette démonstration, qui est en fait une petite histoire. Bédier ne peut pas s'empêcher de raconter des histoires et de faire ces démonstrations en récit. Comme Freud à la même époque, c'est l'époque où vraiment c'est une épistémée où on explique les choses par des récits. 50 ans plus tard, on les expliquera par des structures. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur cette question de l'origine des contes. Autre point important, c'est que Bédier initie une lecture sociologique du genre, avec cette idée qu'il y a une différence entre la littérature
courtoise et la littérature bourgeoise, ce qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre. Peut-être faut-il quand même bien poser les choses, c'est-à-dire que pour Bédier, enfin, évidemment, il y a un passage à la limite. Et quand il dit les bourgeois font des comptes pour bourgeois et les nobles font des comptes pour les nobles, tout cela ne tient pas debout. Par contre, s'il dit qu'il y a, si on s'en tient à la pure différence stylistique, évidemment, il y a là deux types de littérature et je crois que la critique moderne reste toujours d'accord sur le fait que l'esprit, l'éthos des fabliaux n'est pas l'éthos de la littérature courtoise. Donc là, il y a un débat qui est initié, qui n'est finalement pas terminé. Et puis, il y a des formules que j'aime rappeler. Je viens de rappeler celle sur le pollen des contes. J'aime aussi beaucoup la formule sur les clercs. Les clercs sont les jeunes premiers des fabliaux. Il y a aussi tout un essai de classification des classes sociales et des types de personnages qui, là aussi, initie on le verra, une voie de recherche qui n'est pas épuisée aujourd'hui. Et puis, une phrase que j'ai remarqué, enfin, évidemment je l'avais lu, mais dont j'ai remarqué toute la portée seulement il y a quelques mois dans un colloque où j'étais à Saint-Étienne, où Bédier dit « En un certain sens, malgré l'apparence paradoxale du mot, la satire a tué le fabliau ». Et au fond, cette phrase est intéressante et je crois assez juste, parce que l'esprit de la satire et l'esprit du fabliau ne sont pas le même esprit. Les fabliaux de Rudebeuf sont souvent reconnus pour ne pas être de très bons fabliaux, pour ne pas être des fabliaux très caractéristiques. Et peut-être que ce sens de la satire qui parcourt toute l'œuvre de Rudebeuf se ressent justement dans ces fabliaux qui, par là, apparaissent ne pas être tout à fait typiques. Par ailleurs, cela expliquerait aussi d'une certaine manière, le dédain de la critique du XIXe siècle pour les fabliaux, car la critique du XIXe siècle, par rapport à la littérature médiévale, en France en particulier, est très liée à la question de la satire. Quelques décennies avant Bédier, il y a le fameux livre de Laignan sur la satire en France au Moyen-Âge, qui est un livre vieilli, mais peut-être moins vieilli que d'autres de la même époque, et qui à mon avis d'amateur de vieilles choses, est un livre qui s'y lit encore avec plaisir. Surtout, je lirais ça au fait que, excusez-moi, si vous lisez, alors c'est une lecture qui paraît un peu périphérique, mais si vous lisez le grand Larousse universel du XIXe siècle, vous serez frappé par un très 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 long article sur Rudebeuf. Et qu'est-ce qui intéresse Rudebeuf? Qu'est-ce qui intéresse Larousse chez Rudebeuf? Le fait que Rudebeuf soit un satirique. Il n'est pratiquement pas question dans cet article des poèmes que nous connaissons tous et que nous appelons aujourd'hui poèmes de la fortune, mais c'est vraiment le satiriste. Nous sommes à une époque de lutte de l'Église et de l'État, déjà au milieu du 19e, et les érudits du 19e sont passionnés par tout ce qui est satire. Et c'est peut-être justement ce que Bédier peut appeler un paradoxe. Le fait est qu'en parlant de satire, ils évitent le sujet des fabliaux. Et donc là, il y a sans doute quelque chose, une sorte d'incompatibilité qui a été ressentie par les critiques du 19e et sur laquelle nous pourrions peut-être réfléchir. Voilà, ce sera les dernières images, trois érudits dont j'ai trouvé les photos. Que se passe-t-il dans les 60-70 ans qui suivent le livre de Bédier ? Eh bien, d'abord, on a un petit article qu'on pourrait presque passer sous silence parce que je crois que sa démonstration est fausse de bout en bout, mais qui est quand même intéressant parce que, d'une part, il nous montre une évolution hyper-bédiériste de l'étude des fabliaux, et d'autre part, il pose quand même la question des liens du fabliau avec la littérature latine. Alors, Edmond Farral est un élève de Bédier. Il a poursuivi, il a réussi à faire sa carrière grâce à son intérêt pour la littérature latine du Moyen-Âge, qui était en fait un sujet que Bédier voulait traiter, mais qu'il lui a laissé finalement traiter.
Et donc, je dis hyperbédiériste dans le sens théorique du terme, mais pas du tout dans le sens où ce livre renchérirait sur le livre de Bédier sur les fabliaux, puisque le livre de Bédier sur les fabliaux, qui est son premier livre, est en fait un livre qui ne va pas tout à fait dans ce que seront les autres œuvres de Bédier. C'est-à-dire que Bédier essaye bien de montrer que effectivement les fabliaux viennent plutôt du milieu clérical, mais en même temps, il essaye d'abord de montrer qu'ils viennent du milieu bourgeois. Bédier, 20 ans plus tard, aurait beaucoup plus insisté, je pense, sur le côté clérical. Et en fait, c'est ce que fait Fajal dans cet article où il essaye de montrer que sans culture latine, les fabliaux sont impossibles. Malheureusement, je crois que la démonstration, comme je le disais, est fausse de bout en bout, puisque quand Fajal essaye de montrer qu'il y a des liens entre la comédie latine du Moyen-Âge, du XIe, XIIe siècle, et les fabliaux, il ne peut les rattacher qu'à des fabliaux extrêmement périphériques. Il y a des souteneurs et des prostituées tout le temps dans les pièces latines, il n'y en a presque jamais dans les fabliaux. Donc, je pense que cet article, qui montre une réaction hypercléricale extrême, ne va pas tout à fait dans le bon sens. Cependant, cet article a peut-être d'une certaine manière influencé le grand livre qui est la deuxième grande monographie après celle de Bédier sur les fabliaux, qui est le fameux livre de Père Nicrog, ou plus exactement de Père Nukrog, comme il faudrait le dire, m'a-t-on dit, en danois. Enfin, je continuerai de dire Nicrog parce que c'est plus facile à prononcer. Vous le savez, c'est un livre que l'on lit encore, bien sûr, le livre de Nicrog qui date de 1957, réédité et augmenté en 1972 chez Drault, nous présente le fabliau comme un burlesque courtois, c'est-à-dire comme exactement le contraire de ce que voyait Bédier, une littérature non pas bourgeoise, mais uniquement courtoise, qui serait en fait, où il montre que le fabliau ne serait que l'envers de la courtoisie. Il me semble que ce livre, de ce point de vue-là, va trop loin, puisqu'il y a des réflexions, en particulier de Nicrog, sur la langue des fabliaux, où il montre que la plupart des vers des fabliaux, de ces petits octosyllabes sautillants, pourraient aussi se trouver chez Chrétien de Troyes ou chez des écrivains courtois. Mais il me semble qu'il y a une confusion ici entre l'éthos du genre et sa forme linguistique, à une époque où, évidemment, la différenciation des genres par leur style n'est pas aussi forte qu'au XVIIe siècle, bien sûr. Nicrog, d'ailleurs, se fera vite contesté par Jean Richner, qui publie 3 ans plus tard son grand livre sur les manuscrits des fabliaux. Richner, en fait, avoue dans sa préface qu'il s'est fait couper l'herbe sous le pied par Nicrog, qu'il voulait lui-même faire un livre général sur les fabliaux et qu'il a été obligé de faire un livre sur un aspect plus particulier. Je pense que cela a été tout à fait bénéfique à Richner, parce que Richner ainsi a pu critiquer Nicrog et surtout lancer une piste de recherche qui s'est révélée féconde et qui aujourd'hui encore n'a pas donné tous ces résultats. C'est-à-dire, c'est tout simplement la recherche sur les manuscrits. Richner parvient donc en 1960, dans sa contribution à l'étude des fabliaux, à renvoyer dos à dos la théorie bourgeoise de Bédier et la théorie aristocratique de Nicrog, en montrant en particulier que certains manuscrits sont très soigneusement ornés et viennent à l'évidence d'un milieu aristocratique, d'autres sont beaucoup plus sommairement torchés, si j'ose dire, et relèvent sans doute d'une diffusion plus populaire de cette littérature. Donc pour Richner, au fond, la diffusion des fabliaux montre que tout le monde lisait les fabliaux, ce qui n'est pas étonnant à une époque où l'on sait quand même que les bourgeois se voulaient plus aristocrates que les aristocrates et avaient des romans courtois dans leur bibliothèque, et où les aristocrates parfois se voulaient plus peuple que le peuple, en riant de choses grossières qui les sortaient un petit peu de l'atmosphère qui pouvait parfois être un peu compassée des cours de l'époque. Donc, finalement, Richner résout la question, en tout cas la question stylistique, et même la question sociologique des fabliaux, et permet ainsi, finalement, à la critique de revenir sur un terrain plus purement littéraire. S'il y a différence entre un roman courtois et un fabliau, ce n'est pas dans le public
on le verra. Ce n'est pas même directement dans le style, dans l'écriture, mais c'est véritablement dans autre chose qui est l'éthos, la philosophie, en quelque sorte, de ces textes. Et c'est finalement dans ce sens-là qu'est allée la critique depuis Richner. Un petit mot peut-être sur la science allemande, parce que vous allez me dire, oui, mais les Allemands, c'est quand même important dans l'histoire des études médiévales. Eh bien, je dirais que ici, c'est un domaine où les Allemands sont relativement peu intervenus. Bon, j'ai quand même 5 références et on pourrait en citer une ou deux autres quand même, mais ce sont souvent des choses un petit peu périphériques, des livres plutôt brefs, et vous le voyez en particulier avec les 2 derniers, alors là je vais jusqu'aux années 70, Jürgen Beyer, Schwank und Moral. Vous voyez que pour les Allemands, le fabliau se comprend essentiellement comme le pendant français d'un genre allemand qui est le Schwank. Et de même, Reinhard Kieshoff en 1976 nous propose d'abord une étude sur la typologie et sur l'appartenance générique du fabliau. Kieshoff, entre parenthèses, fait un répertoire de fabliaux qui est le plus drastique de tous ceux que l'on a. Il ne retient que 122 textes, alors que si l'on prend tous les textes reconnus comme fabliaux entre l'ancien recueil complet et le nouveau recueil complet, on arrive à une liste de plus de 180 textes. Donc on pourrait dire 2/3 des fabliaux sont des fabliaux qui ne posent pas problème, 1/3 du corpus quand même, mais je ne vais pas pouvoir insister sur cette question, mais 1/3 du corpus pendant un siècle a fait débat et continue de faire débat. Sans doute Jean-Marie Fritz reviendra-t-il sur cette question. Donc ici quelques travaux allemands, peut-être juste une toute petite remarque que j'annonçais tout à l'heure sur le livre d'Alfred Pillet. Malgré son nom, Pillet est un germanophone. Son petit livre sur le fabliau des 3 bossus ménestrels et les contes apparentés dans l'ancien et le plus récent temps, enfin je traduis littéralement, une contribution à l'histoire littéraire de l'ancien et comparée de l'ancien français. Donc c'est un petit livre dans lequel, au fond, il renchérit sur les théories de Gaston Paris pour montrer que le récit des 3 bossus ménestrels vient de l'Inde et qu'il y a tout un tas de récits qui lui ressemblent et qui montrent bien que les fabliaux viennent de l'Inde. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ce petit livre a suscité un long compte-rendu de 7 ou 8 pages de Gaston Paris dans la Romagna en 1902, un des derniers travaux de Gaston Paris, et on voit que Gaston Paris, en fait, c'est là qu'on voit vraiment ce que Gaston Paris a pensé du livre de son élève Bédier. D'une part, Gaston Paris et Pillet ne parlent jamais que de fableaux et jamais de fabliaux. Donc le changement proposé par Bédier, ils font comme s'il n'existait pas. Il y a une mention de Bédier au tout début où Gaston Paris dit « Oui, on a beaucoup écrit ces derniers temps sur les fabliaux. » Parenthèse, entre autres, Monsieur Bédier. C'est tout ce qu'il dit sur lui. Et évidemment, il fait ce compte-rendu pour dire que M. Pillet a raison de dire que les fabliaux viennent de l'Inde, et donc, sous-entendu, M. Bédier est complètement à côté de la plaque. Bon, voilà, c'est un peu une petite anecdote, mais je trouvais ça rigolo parce que je n'avais pas, en fait, je dois l'avouer, je n'avais pas lu ce petit livre avant le mois dernier, et je trouvais ça amusant comme indice de réception. La nouvelle vague française, qu'est-ce que j'appelle ça? Bon, c'est pas tout à fait c'est avec 10 ans de retard sur la nouvelle vague cinématographique. Il y a, dans les années 70 et 80, un intérêt assez marqué de nos collègues français pour les fabliaux. Bon, je commence d'ailleurs par un Belge, Omer Jodogne, mais d'une certaine manière, au fond, ce livre belge fait la transition entre les travaux allemands dont je viens de vous parler et ce que j'appelle la nouvelle vague française, puisqu'en 1975, vous voyez, Jodogne fait un livre dans la typologie des sources du Moyen-Âge. Donc, de ce point de vue-là, de ce point de vue typologique, il se relie plutôt à ce que disent à la recherche allemande contemporaine. Et il propose une nouvelle liste des fabliaux. Et ce qui est intéressant, il propose une liste qui, en fait, si on doit la retenir comme telle, est encore plus drastique que celle de Kieshoff, puisqu'il y a ce qu'il appelle les fabliaux certifiés. Les fabliaux certifiés, c'est ceux qui se disent eux-mêmes fabliaux. Je ne me souviens plus le chiffre exact, il y en a 70 ou 80.
Mais évidemment, il fait une liste un peu plus longue, même un petit peu plus extensive que celle de Kilshoff. Mais il montre bien que justement, si on devait retenir que les fabliaux qui s'appellent fabliaux, on en aurait moins d'une centaine. Ce qui, en parenthèse, permet une comparaison avec le genre du dit, puisque vous savez que Monique Léonard, dans son grand livre sur le dit, n'a retenu que les textes qui se disent dit, hein, et elle en a retenu plus de 600. Donc effectivement, de ce point de vue-là, la question des fabliaux certifiés est une question intéressante. 3 livres en particulier, français, qui se suivent un petit peu dans un mouchoir de poche, vous le voyez là. Le livre de Marie-Thérèse Lorcin, qui est plutôt un livre d'historienne, un livre dans la continuité, je dirais, de Georges Duby, qui essaye de comprendre les fabliaux dans le sens de l'histoire des mentalités. C'est-à-dire, les fabliaux deviennent ce qu'hélas, la littérature est un petit peu trop souvent, quand elle est abordée par les historiens, et il y avait déjà des phrases à la fin du XIXe siècle chez Taine en particulier où il disait que la littérature médiévale ne servait qu'à ça, à retrouver les façons de penser oubliées et perdues. C'est dans un compte rendu de Taine d'une édition de la chanson des 4 fils Aymon. Et en fait, le livre de Marie-Thérèse Lorcin, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire retrouver des traits de mentalité, retrouver la société des XIIe et XIIIe siècles à travers les fabliaux. Alors, ce n'est pas inintéressant, mais pour nous autres littéraires, c'est peut-être un tout petit peu frustrant. Puis, 2 livres de nos collègues, le livre de Philippe Ménard, qui est un livre, si j'ose dire, de bonne compagnie, où Philippe Ménard essaye de minimiser un peu les thèses extrêmes. Ça, c'est tout à fait typique de sa manière. Il ne s'aventure pas dans des explications trop alambiquées, mais il essaye de regarder au plus près ce que sont les fabliaux. Je retiendrai en particulier de ce livre le chapitre sur l'obscénité, où Ménard montre que les fabliaux sont moins obscènes qu'on ne le croit, et que le nombre de fabliaux qui utilisent franchement des mots très grossiers ne sont de loin pas la majorité des textes du genre. Enfin, le livre de Boutet, qui me semble la meilleure petite introduction, vous me direz, il n'y en a pas beaucoup. Et même, je crois qu'en français, c'est le seul petit livre, 120 pages, sur les fabliaux, mais qui reste une excellente introduction. Avec cette coloration, je dirais, un petit peu historienne aussi, ou plutôt sociologique, aussi un petit peu dans le sens de l'histoire des mentalités. Une thèse se dégage du livre de Boutet assez clairement. Les fabliaux sont pourrait-on dire, la récréation des auteurs courtois. Au fond, toute cette littérature, ça va plutôt dans le sens de Nick Roeg, toute la littérature médiévale est l'œuvre de clercs inféodés à la morale aristocratique. Et quand certains textes nous donnent l'impression, comme certains fabliaux, de contester cette morale, c'est en fait que les auteurs s'amusent et ne prennent pas au sérieux ce qu'ils racontent. Alors, si vous avez lu mon livre, vous savez que c'est l'exact opposé de ce que je pense moi, mais je ne vais pas trop épiloguer là-dessus et essayer de rester le plus objectif possible. À partir de 1985, c'est le silence dans la science française sur les fabliaux, et pour une trentaine d'années. Durant la période qui va suivre, ce seront essentiellement les Italiens et les Anglo-Saxons qui vont apporter des choses intéressantes aux fabliaux. Je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps, je vais essayer de passer assez rapidement. Le premier livre que je cite ici, le livre de Thomas Cook, est intéressant parce qu'il nous montre que de la même manière que les Allemands arrivent aux fabliaux par le Schwank, les Anglo-Saxons arrivent aux fabliaux par Chaucer. On se souvient du fameux livre de Robertson dans les années 60 qui s'appelait A Preface to Chaucer, qui est en fait un livre sur la littérature française du Moyen-Âge. Et en fait, selon Robertson, il faut étudier uniquement la littérature française du Moyen-Âge comme une préface à la lecture de Chaucer. Donc voilà, c'est un petit peu réducteur. Je cite le livre de Charles Muscatine, qui est un angliciste, qui est un spécialiste de Chaucer, qui n'est pas du tout spécialiste d'ancien français, mais qui, à mon avis, est un excellent livre sur les fabliaux. C'est un livre qui, je ne voudrais pas faire trop d'autobiographie ici, mais qui m'a inspiré, et je ne l'ai peut-être pas dit assez dans mon livre. C'est le seul livre où j'ai trouvé, en toutes lettres, le mot matérialisme. C'est-à-dire que pour Muscatine, l'éthos des fabliaux est un éthos
d'hédonisme matérialiste. Et je trouve que ce mot de matérialisme est très important parce que trop souvent, par exemple Marie-Thérèse Lorcin ou même Philippe Ménard, on parle du réalisme des fabliaux. Mais, je m'excuse, mais le réalisme, ça ne veut rien dire. Le réalisme est ce qu'on veut bien qu'il soit. Il y a un réalisme platonicien, alors que vous savez que le plus idéaliste des philosophes, c'est bien Platon. Donc, le mot réalisme est un mot piégé. Le mot matérialisme, par contre, me semble beaucoup plus approprié. Et je dois à Muscatine nous devons à Muscatine, je crois, d'avoir bien insisté sur cela. Le livre d'Howard Block est un livre un petit peu étrange, comme tous les livres de Howard Block, mais qui par là même est très intéressant. Une lecture plutôt déconstructiviste des fabliaux, avec cette phrase qui est un peu le motto du livre, cette phrase un petit peu énigmatique. Le scandale des fabliaux, c'est le scandale de leur propre production. Ce n'est pas le scandale de ce qu'ils racontent, de l'obscénité ou tout ça, c'est le fait qu'il ait été possible d'écrire des fabliaux. Je n'ai pas le temps de développer cette idée. Le livre de Mary Jane Stearns Schenck est un livre intéressant puisque c'est un des seuls livres structuralistes sur les fabliaux. Et effectivement, elle nous montre que les fabliaux, qui sont des contes brefs, se prêtent particulièrement bien à l'analyse structurale. C'est un peu le livre que, si vous voulez, que Grémas ou que Propp aurait pu écrire sur les fabliaux. Il est resté relativement isolé dans la bibliographie. Deux autres livres, le livre de Norris Lassy, qui est peut-être un petit peu plus général, et celui de Brian Levy, qui insiste beaucoup sur le comique des textes, sur les images, sur les façons de comprendre en particulier l'obscénité. Du côté de l'Italie, ça me semble important d'en parler, même si on ne peut pas citer un livre qui s'intéresse de manière totalement directe aux fabliaux, mais durant cette période où les Français s'y intéressent assez peu, les Italiens développent quelque chose qui aura beaucoup de postérité, c'est-à-dire la lecture bakhtinienne, la lecture carnavalesque de la littérature médiévale, et je crois qu'on le doit vraiment à nos collègues italiens, en particulier Rosanna Brusegan, qui fait une édition de fabliaux en italien, à Luciana Borghi-Cedrini, son livre, à mon avis, fondamental sur la cosmologie du vilain, qui nous aide à comprendre des textes qui peuvent paraître un peu périphériques, comme le Pays au vilain de Rudebeuf, ou des textes comme Audigier, mais aussi justement cet humour des fabliaux, et qui vont dans le sens que je disais tout à l'heure, d'une sorte de spécificité populaire, alors pas populaire au sens où l'aurait entendu Bédier, mais véritablement au sens idéologique du terme, d'un humour qui ne peut pas se réduire à une parodie d'humour chevaleresque. Et enfin, je citerai Massimo Bonafine, dont les nombreux livres font véritablement le tour d'à peu près tout ce qu'on peut dire sur la parodie dans la littérature médiévale. Là encore, les fabliaux ne sont pas tout à fait au centre, mais l'étude des fabliaux, me semble, est grandement redevable à ces travaux et à cette vision carnavalesque. J'avais un petit mot sur les traductions. Je vais passer très vite là-dessus. Je ne les ai d'ailleurs pas toutes répertoriées. J'en mets quelques-unes ici. Je signalerai que celle de Nora Scott dans la collection UGE est la première à avoir des aspects bilingues, mais c'est essentiellement une traduction, hein, mais disons c'est quand même dans la collection de Zumthor, qui est une des premières collections à essayer de nous faire voir les textes littéraires médiévaux dans leur jus en quelque sorte. Je citerai celle de Rouget, qui est intéressante, mais qui n'est qu'une traduction, mais qui est très large. Il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de petits fabliaux. Elle est toujours publiée chez Folio. Ça peut être bien pratique. Et évidemment, la grosse édition de Geneviève et René, je crois, Mettet, qui ne prend pas moins de 122 fabliaux, donc presque tout le corpus, mais dans un énorme livre très peu maniable, malheureusement, et dans des traductions, évidemment, qui demanderaient parfois à être relues de près. Mais enfin, c'est un livre considérable et qui peut rendre service. Les traductions avec texte original, on en a essentiellement depuis les années 90. Je note ici celles qui sont facilement disponibles. Je noterai juste
d'une certaine manière, à titre de curiosité, Leclanche a fait deux petits livres et ces deux anthologies sont centrées sur les fabliaux chevaleresques. Et donc c'est intéressant parce que c'est exactement le contraire de ce que fait Dufournet. Dufournet ne comprend dans son anthologie aucun fabliau qui fait intervenir des chevaliers, du moins comme personnage important. Et donc là, vraiment, on a un grand écart qui montre aussi des différences qu'on pourrait dire idéologiques. Quant à Noumen, son édition est liée au personnage du jongleur. Là aussi, on voit qu'il y a des biais ou disons des partis pris idéologiques, et évidemment Straub aussi, vous le savez, s'appelle fabliau érotique. C'est la seule de ces anthologies à comprendre Trubert, qui évidemment par sa longueur déséquilibre un petit peu le volume. Le renouveau éditorial, vous le connaissez tous, d'abord évidemment avec le nouveau recueil complet des fabliaux. Mais comme je le disais tout à l'heure, le nouveau recueil complet des fabliaux n'a pas clos la discussion sur le corpus des fabliaux. On se bat toujours pour savoir si tel texte y est ou pas. On peut se demander pourquoi certains ne sont pas dans le NRCF. Pourquoi pas Richeux, par exemple. Donc finalement, cette édition n'a pas clos la question. Et puis je signalerai aussi ce livre important qui était censé être le prélude à une édition à des études plus détaillées sur les manuscrits, ce livre dirigé par Olivier Collet, Fanny Maillet et Richard Traxler sur l'étude des fabliaux après le nouveau recueil des fabliaux qui, justement, comme je le disais, montre bien que le NRCF n'a pas fermé toutes les voies de recherche sur le corpus des fabliaux. Enfin, je terminerai sur 4 travaux récents. Un travail qui est dans la lignée directe de Brian Levy, dans de ses élèves, d'Aaron Burroughs, le stéréotype du prêtre. Je parlais tout à l'heure du stéréotype. On voit à ce livre que cette question qui a été, je dirais, initiée par Bédier est toujours d'actualité. Une thèse qui n'a malheureusement pas été éditée, celle de Caroline Foscalo, qui insiste sur l'idée de la bonne vie, c'est-à-dire sur l'hédonisme des fabliaux. Je cite quand même mon bouquin, vous m'excuserez. Et puis une thèse toute récente aussi, qui, si je ne m'abuse, n'est pas encore publiée, mais qui devrait l'être tout bientôt, n'est-ce pas? Je vois, Nicolas Garnier est là. Donc voilà. Mais enfin, j'espère que ça paraîtra bientôt, Nicolas. Voilà, et donc qui propose une recherche comparée entre le roman de Renard et les fabliaux. Je terminerai sur 2 projets en cours, celui de Philippe Aujar et Silver Menegaldo qui ont lancé plusieurs journées d'études et en particulier une dont les actes vont paraître tout bientôt chez Champion. J'avais un mail l'autre jour de Philippe Aujar qui disait que c'était imminent. Et surtout le monumental projet de Corinne Pierreville qui a réuni une très grosse équipe de chercheurs pour faire une nouvelle édition électronique de tous les fabliaux. Et peut-être que cette édition mettra enfin tout le monde d'accord sur le corpus, puisque ce sera le corpus le plus englobant qui soit. Alors il y aura des textes que beaucoup ne considéreront peut-être pas comme des fabliaux, mais au moins, mieux vaut en mettre trop que pas assez. Actuellement, me disait Corinne Pierreville, 23 fabliaux sont déjà édités, traduits et annotés, dont 4 présents dans l'anthologie de Dufournet, Les 3 aveugles de Compiègne, Estormi, Boivin de Provins et Les Perdrix. Et ce projet de recherche s'est donc réalisé grâce à un financement Biblissima Plus. Je terminerai cette revue en disant que la bibliographie des fabliaux s'enrichit et que la recherche se porte bien. Et bonne chance à tout le monde pour l'agrégation.